On va passer à la troisième intervention de nos experts de ce matin. Je vais laisser la parole à Kevin Mellet, qui représente Orange Lab, qui va nous parler d'un sujet qu'on a évoqué déjà à 2 reprises ce matin. C'est le phénomène de la recommandation et son rapport avec la culture. À vous, Kevin, merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que... C'est bon, Oui. Et ensuite, j'appuie sur la petite flèche. Sur une flèche. Ok. Très bien. Donc, effectivement, mon cahier des charges, c'était de parler de recommandations sociales sur Internet. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion à la fois d'essayer de montrer que derrière ce terme de recommandation sociale, on mélange pas mal de choses. Donc, essayer de distinguer un certain nombre de choses. Et aussi, maintenant, on a quand même pas mal de recul. Donc, essayer de manière plutôt illustrative, mais de présenter un certain nombre de résultats de recherche qui permettent de voir finalement qu'est-ce que ça produit, ces nouvelles formes de participation et de recommandation en ligne sur la structure de la consommation culturelle. Alors c'est vrai que ce sont des travaux qui parlent plutôt des industries culturelles, mais je pense qu'il y a un certain nombre de résultats qui peuvent s'étendre et s'appliquer aussi aux institutions culturelles. Alors une façon plus affirmative de présenter cette question, c'est un paradoxe. Le paradoxe, c'est que d'un côté, on a une explosion de la création disponible, de la création amateur, pro-am, etc., dans tous les domaines possibles de la création, et une explosion de la conversation culturelle, une conversation qui est visible, organisée sur un grand nombre de plateformes sur le web. Mais en face, on va avoir quand même une faible transformation de la structure de la consommation et des marchés. Et d'une certaine manière, ce paradoxe, il est rendu plus fort par rapport aux promesses qui étaient tenues qui étaient attendues, on va dire, de ce qu'on a pu appeler le Web 2, l'explosion, les user-generated content et compagnie. Et une bonne façon de représenter, classiquement en économie de la culture, ce phénomène, c'est quelque chose que vous connaissez vraisemblablement, cette courbe en L qui va représenter les différentes références dans un secteur culturel avec les ventes. Et donc, à gauche, un petit nombre d'œuvres qui vont attraper l'essentiel des ventes ou des consommations. Et ensuite, une longue traîne des produits dits de niche. Et la façon dont le numérique pouvait impacter cette représentation, cette structure de la consommation, c'est l'ouvrage désormais classique, il a 10 ans, il est paru en 2004, de Chris Anderson, sur la longue traîne. Et pour Chris Anderson, la disponibilité des catalogues sur des marchands comme Amazon, comme Netflix ou d'œuvres sur des sites gratuits, associé à la multiplication de ce qu'il appelait des filtres ou des dispositifs de recommandation, devait naturellement accompagner une évolution de cette longue traîne, un épaississement de la traîne et un raccourcissement sur la gauche, donc en quelque sorte une évolution de la demande culturelle vers davantage de diversité. Et effectivement, par rapport à cette promesse, on peut dire que les espoirs sont un petit peu déçus si on regarde les choses d'une manière très large. Voilà. Juste pour rappeler donc le cadre dans lequel je me situe, l'idée c'est que effectivement sur les marchés culturels, quels qu'ils soient, l'accès, la mise en visibilité, l'accès aux biens, aux produits, aux œuvres, passe par des dispositifs de recommandation. Donc si on suit l'ouvrage classique de Lucien Carpic, le sociologue sur l'économie des singularités, on peut différencier les dispositifs dits personnels, le bouche à oreille, des dispositifs dits commerciaux, la publicité, le marketing, les franchises, les marques, et les dispositifs indépendants, les critiques, les guides, les classements, les prix, les palmarès. Et évidemment, ces dispositifs sont construits historiquement et ils équipent diversement les marchés culturels. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le numérique a apporté quand même une grande diversification et l'émergence de nouveaux dispositifs de recommandation, alors que de manière un petit peu abusive, parfois, on qualifie de dispositifs de recommandation sociale. Et donc, je vais juste montrer comment on a pu voir comment la promesse de diversité associée
à divers dispositifs a pu être en partie déçu. Alors, voilà, une façon de typologiser cette chose qu'est la recommandation sociale sur le web, c'est les 3 A, les amis, les algos et les anonymes. Alors on va commencer avec les amis. Les amis, c'est quelque chose qui existe aussi hors ligne, mais c'est quelque chose qu'on retrouve sur Internet avec Facebook, par exemple, où effectivement, on a quelque chose qui est un outil relativement efficace de recommandation sociale par les amis. Alors la thèse associée à Facebook et aux réseaux sociaux, qui est défendue par exemple par Bakshi, qui est un chercheur à Facebook, c'est que Facebook étant notre réseau social. On a plusieurs centaines d'amis en moyenne. Et parmi ces amis, on va avoir des liens proches, des gens avec qui on a beaucoup d'interactions en dehors et sur Facebook, et avec qui finalement on partage énormément de choses. Et on va avoir des interactions avec des liens dits faibles, pour reprendre la distinction du sociologue Mark Granovetter entre liens forts et liens faibles. Et ces liens faibles, ils nous apportent de l'information. Et pour Bakshi, nous apporte une forme de diversité, en fait. Et donc, finalement, l'agrandissement de notre réseau social, c'est aussi une diversification et donc un accès à différents types d'informations, de recommandations. Simplement, c'est assez théorique et d'une part, il est important de recontextualiser ces réseaux sociaux, c'est-à-dire que ces réseaux sociaux, ils ne sont pas hors du monde, en quelque sorte, et ce qu'on partage et les chaînes de partage qui peuvent exister sur Internet, elles sont fortement, on va dire, influencées, sous influence de ce que nous, collectivement, ce à quoi on est exposé, et on est exposé par de l'éditorial, par des médias web et des médias télé, etc. Et que finalement, et là je fais référence à un article de Duncan Watts qui s'intéressait aux logiques de contagion virale dans les réseaux sociaux et qui a proposé un modèle qu'il appelle le modèle du feu de forêt. Ça n'a pas de sens d'essayer de chercher, quand il y a eu un incendie, quel a été l'arbre qui a été l'arbre par lequel la forêt s'est embrasée, mais plutôt il faut s'intéresser aux conditions générales de sécheresse, de vent, etc. Et donc sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Et ces conditions un peu générales, cet environnement, cette chambre d'écho, c'est aussi ce qu'on reçoit autour de nous. Et donc en fait, la diversité qui circule, elle est fortement contrainte par notre exposition médiatique. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que par rapport aux promesses aussi de variété, de diversité des réseaux sociaux et de Facebook, par exemple, aujourd'hui, ce dont on se rend compte, et ce dont on se rend compte en particulier quand on a une page Facebook, et donc on n'a pas des amis, mais des gens qui likent notre page, c'est que la visibilité des contenus qu'on poste sur ces pages, elle a tendance à baisser, elle baisse tendanciellement, et ça c'est quelque chose qui est caractérisé. Donc là vous avez 2 courbes qui montrent la visibilité de chaque post en moyenne sur des pages Facebook. Et donc en fait effectivement on se retrouve dans des univers sociaux où il y a énormément de contenus qui circulent en permanence, où l'algorithme qui gère votre newsfeed va sélectionner et du coup de nombreux contenus sont passés à l'as en quelque sorte. Donc une diversité promise et des contraintes très fortes à la fois sur notre environnement et sur ce qui nous est exposé finalement. Ensuite, si on parle des algos, alors là aussi on utilise un peu abusivement le terme de recommandation sociale, mais avec l'idée que finalement le fait que des algorithmes de recommandation comme ceux que vous trouvez sur Netflix ou Amazon, qui vont vous proposer des choix personnalisés en fonction de votre profil, en fonction de la proximité de votre profil avec avec d'autres profils, c'est quelque chose aussi sur lequel on a fait peser, et en particulier Chris Anderson, des espoirs de diversité relativement forts. Alors voilà une représentation classique des années 2000,
tiré d'une présentation qui reprenait Chris Anderson. Donc, voilà, vous aimez Britney Spears, donc là, vous êtes bien dans le mainstream. Eh bien, l'algorithme de reco va vous faire découvrir Pink, puis va vous faire découvrir No Doubt, et puis The Selector. Et là, vous serez vraiment dans quelque chose de relativement pointu. Et ça, c'est la mécanique du moteur de recommandation. Alors du coup, je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. Hier, je suis allé sur Amazon, j'ai cliqué sur l'album le dernier album de Britney Spears, et les recommandations en bas, c'est des albums, des bouquins autour de Britney Spears. Donc on voit que la promesse de diversité, de diversification, elle est pas vraiment tenue. Et pour deux raisons. La première, c'est que ces dispositifs de recommandation sont des dispositifs commerciaux et qu'ils vont être déterminés largement en fonction du taux de clic et du taux de vente qui y est associé. Ils n'ont pas en quelque sorte une espèce de philosophie philanthropique à l'intérieur qui va leur dire il faut que tu pousses les gens pour découvrir des trucs nouveaux, vraiment au risque qu'ils ne les achètent pas. Non, ça c'est... Et d'autre part, sont des algorithmes qui sont relativement bêtes et qui, pour pousser vers de la variété, de la diversité, ont besoin d'être alimentés d'énormément d'informations. Et des gens qui ont travaillé sur les algorithmes de recommandation disent qu'il faut non seulement apporter beaucoup d'informations sur ce qu'on aime, mais aussi sur ce qu'on n'aime pas, pour que le moteur de recommandation commence de manière un peu pertinente à aller chercher des choses. Du coup, finalement, l'efficacité de ces outils, elle va se situer dans le fait d'explorer de manière un peu plus intensive des univers de référence relativement fermés, comme ici, par exemple, j'ai acheté un bouquin sur la montagne et il va me proposer plein d'autres bouquins sur la montagne. Alors ensuite, les anonymes. Et pour terminer, les anonymes. Alors, qu'est-ce que j'entends par anonyme ? Eh bien, c'est peut-être le phénomène le plus frappant et le plus nouveau sur le web. C'est cette espèce de dispositif qu'on retrouve partout à présent, qui va associer une note, en général sur 5, et un avis, une critique écrite, et qu'on retrouve là, par exemple, sur Télérama. À côté de la critique experte des professionnels, vous allez proposer aux internautes de donner leur avis, de mettre une petite note, et éventuellement de rédiger un avis. Alors ça, c'est quelque chose qu'on trouve à présent à peu près partout. Ça concerne tous les biens culturels et les biens non culturels, alors avec une plus ou moins d'intensité, mais une intensité très forte dans les univers culturels. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns, c'est pas du tout exhaustif. Ce dispositif, note et avis, il est porteur d'une promesse qui est une promesse de prise de pouvoir des consommateurs, des internautes face à la critique experte, par exemple, mais il est aussi porteur d'une promesse d'ouverture, d'élargissement des marchés culturels. Alors qu'on peut traduire, par exemple, nous, à Orange, on a beaucoup travaillé, à Orange Labs, on a beaucoup travaillé sur les avis, les notes et les avis dans le secteur de la restauration. Eh bien, par exemple, par le fait que, aujourd'hui, sont légitimes et dignes d'une évaluation un bien plus grand nombre de restaurants que ne l'étaient ceux qui sont dans le guide Michelin officiel, papier. 4000 restaurants. Aujourd'hui, vous allez sur TripAdvisor, vous en avez 32 000 qui sont évalués. Donc, d'une certaine manière, ça donne visibilité et une forme d'accès à une évaluation légitime à un grand nombre en l'occurrence de restaurants, mais c'est applicable à plein d'autres secteurs. Et c'est aussi associé à une forme de participation, et là c'est un peu bateau de le dire, mais de participation élargie, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui participent à cette évaluation des produits, des biens, des œuvres est très très largement élargi. Donc ici j'ai pris 3 sites internet sur lesquels vous aviez des avis sur les restaurants, La Fourchette, l'Internaute et TripAdvisor, et on voit qu'on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont noté des restaurants sur chacun de ces sites. Si vous prenez un site, le grand site de Allociné, vous avez 18 000 personnes qui ont 18 000 internautes qui ont déjà écrit une critique, écrite, rédigée. Donc on est quand même sur des grands nombres. Et d'autre part, cette forme d'expression, c'est aussi une forme d'expression qui a des formats extrêmement variés. Alors, c'est des formats qui sont souvent très organisés,
on va dire, par les plateformes. Ici, j'ai pris l'exemple d'Allociné ou Sens Critique, qui ont mis en place des dispositifs pour favoriser en quelque sorte l'expression d'une critique amateur. Alors sur Allociné, c'est effectivement ces espaces où on peut avoir des blogs, où on peut avoir un profil et ensuite donner des critiques. Et en plus de ça, ils ont créé ce qu'ils appellent le Club 300, qui est un espèce de club plus ou moins exclusif, où on a des invitations, etc., où on va pouvoir être mis en avant par la plateforme. Et voilà, vous avez en face un site que j'aime bien qui s'appelle Sens Critique, donc qui est un site où on va évaluer des œuvres dans plein de domaines, et où là aussi on va jouer le match de la critique par exemple sur un film. Alors voilà une promesse d'élargissement très fort de l'expression, de l'évaluation. Mais en face, ah oui, alors juste pour dire que derrière quand même ce Club 300 d'Allociné ou ces critiques amateurs ou pro-am qui émergent, on va retrouver des gens qui sont moins anonymes, dans la mesure où ils ont des pseudos, et qui est quelque chose qui est assez important comme dispositifs de jugement, de recommandation, d'évaluation sur les marchés culturels, à savoir des autorités, alors des critiques qui sont ici des critiques amateurs, mais qui peuvent émerger quand les plateformes leur donnent une visibilité, des badges, un pseudo, un statut, etc. Mais pour revenir à nos anonymes, la réalité de la façon dont ils s'intéressent aux œuvres, aux biens, et donc là, c'est de nouveau Allociné pour ne pas le citer. Donc vous avez ici les critiques écrites et leur distribution, donc qui reprend cette courbe de longue traîne. Donc nombre de films en abscisse et en ordonnée, le nombre de critiques. Donc vous avez un film qui est intouchable, en l'occurrence, qui a eu 4500 critiques écrites. Puis ensuite, voilà, vous voyez que les critiques s'étalent et de moins en moins nombreuses selon les 130 films qui étaient dans le... Donc ça, c'est un travail de Baudouin, Legon et Pasquier, qui sont chercheurs à Télécom Paris Tech. Donc là, on voit que la distribution des critiques, elle va être aussi très inégale, en fait. Et à quoi s'intéressent les internautes ? Ils s'intéressent aux blockbusters intouchables. Ils s'intéressent aux sites qui ont une visibilité critique, et en particulier en lien avec le Festival de Cannes. Et donc le deuxième film qui avait le plus de critiques écrites, c'était Drive. Et il s'intéresse aussi, de manière assez intéressante, à des genres et à des sous-genres. Donc sont surreprésentés dans la critique amateur sur Allociné la science-fiction, le fantastique, et c'est tout. Voilà, donc on voit quand même que d'une certaine manière cette participation sociale, elle va aller sur des domaines qui ne sont pas exactement les domaines qui correspondent à la stricte popularité, mais c'est quand même très resserré. Et d'autre part, là c'est une citation que j'emprunte aussi à Baudouin et Pasquier, il y a le fait que ces univers de participation et de recommandation, ils sont relativement peu mis en avant sur les plateformes. Alors sur Allociné, pour ne pas le citer, c'est la note la note des spectateurs qui va être relativement bien mise en avant, mais par contre les critiques écrites ne le sont pas, et donc là vous avez cette citation, voilà, et ceux qui veulent s'exprimer vont pouvoir s'exprimer, il n'y a pas de souci par rapport à la note, la critique écrite, mais en termes de design, de page, elle est accessible de façon un peu plus difficile, il faut naviguer pas mal dans le site pour aller lire ces critiques amateurs. Et donc vous avez les plateformes qui vont considérer que par rapport au dispositif promotionnel qui est la bande-annonce, les informations sur le film et quelque chose qui est une réduction, la note de la presse et la note des spectateurs, la critique amateur, cette participation, elle est relativement peu visible. Et donc pour conclure, il est temps, par rapport à la question initiale, quelle évolution de la structure de la consommation, ce qu'on a pu observer, et là je ne m'appuie pas seulement sur ça, mais aussi sur tous les travaux qui ont été réalisés autour de l'évaluation de cet effet longue traîne, ce dont on s'aperçoit, c'est que le numérique, le web, produit
un, certes, petit, mais significatif, mais petit renforcement des biens dits de niche, qui effectivement accèdent à une forme de visibilité, une visibilité gratuite, souvent, tout un tas de sites, de plateformes qui permettent de mettre en scène une petite institution culturelle, un petit artiste émergent, etc. Et qui vont pouvoir rencontrer un public, mais un public réduit, et en face, des hits qui sont encore plus des hits, c'est-à-dire que le web, c'est aussi un médium un média de masse. Facebook, aujourd'hui, c'est un média de masse. Ils essayent de capter les budgets télé. Allociné, bah, voilà, c'est un mastodonte de la promotion cinématographique qui favorise, voilà, dans la mesure où eux, c'est leur source de revenus, ceux qui ont les moyens d'investir là-dedans. Et donc, ce qui est fragilisé, et là ça rejoint plein de constats sur les institutions culturelles, ce sont les biens intermédiaires. Voilà. Donc, c'est un point que on avait pu nous retrouver avec un collègue qui s'appelle Jean-Samuel Bescard. Donc, on avait fait un bouquin sur le volet, on va dire, promotionnel, donc la promotion des œuvres culturelles et comment le web impacte la promotion des œuvres culturelles dans différents secteurs. Voilà, donc je passe ça et on en arrive à cette dernière slide. Merci beaucoup.